Bonjour. Je ne sais pas s'il faut y voir un caractère prémonitoire, mais notre bénalo-gérontophile centripète hélicoïdal a, encore une fois, tenu des propos aux intonations de nuque décapitée, façon capillotractée de dire sans queue ni tête. Comme à son habitude, il a gagné du temps, prolongeant le confinement jusqu'au 11 mai, en attendant, pourquoi pas, comme suggéré par la petite chatte trop longtemps confinée pour passer olfactivement inaperçue de Marlène Schiappa, de pousser jusqu'à l'ami Yahoo, laquelle, comme le savent bien ceux qui connaissent leur classique, est beaucoup plus romantique. Sachant qu'on n'en est qu'au Covid-19 et qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête, on va se faire enculer au moins jusqu'au Covid-1984, seul le Covid-69 pouvant nous laisser espérer une chance de réciprocité. Ils ont toujours trouvé et trouveront toujours un épouvantail à agiter pour mieux nous dominer, et quand je dis épouvantail, je ne parle pas de Belloubet, la remetteuse en liberté des gorgeurs en puissance, d'autant plus sereine que la probabilité qu'elle se fasse violer avoisine celle d'un croisement entre un opossum et un ornithorynque, sauf peut-être si le chaos qui s'annonce provoque la nuit un blackout électrique général et qu'aucune chèvre ou bouc ou lampadaire ne se trouve dans un rayon de 10 km. Il faut bien comprendre que la mort, rendue tabou pour les masses par l'éradication des religions et l'anesthésie du consumérisme, est une maladie congénitale incurable qu'on refile à nos gosses en espérant lâchement y avoir succombé avant qu'ils ne déballent le cadeau et que, contrairement à l'expression absurde qu'on utilise pour nous manipuler, une vie ne se sauve pas, au mieux elle se prolonge. Donc, tant qu'au lieu de se cloîtrer dans la peur, on ne sera pas mentalement capable de mener les nôtres de vie en enjambant les cadavres médiatiques qu'on nous jette, on se fera maître. Je vous encourage à visionner ma précédente vidéo pour comprendre l'étendue du foutage de gueule concernant cette mise en cage de la contestation qui a désormais autant à voir avec le coronavirus que l'accueil des migrants avec le paiement des retraites. Il est clair que la décapitation est d'une radicale efficacité pour soigner le mal de tête. Mais j'ai du mal à saisir que des gens qui d'ordinaire gouvernent avec un tableau Excel à main pour justifier des licenciements massifs au nom des mathématiques et au mépris de l'humain, privilégient d'un coup cet humain dont ils n'ont d'ordinaire pas plus à cirer que Sibène Diaye de son pèse de personne au détriment des dites mathématiques. On est supposé croire que, alors que de tout temps, pour sauver le pays, on n'a jamais hésité à sacrifier des millions de jeunes hommes plus ou moins poilus sur les champs de bataille, comme on en sacrifie encore aujourd'hui pour sauver l'Afrique sans que la chose ait rien à voir avec son uranium ou ses matières premières, d'un seul coup, pour prolonger essentiellement les quelques milliers de vieillards Kakoshim qu'on n'arrive pas à euthanasier et Tatiana Ventose, on n'hésite pas à sacrifier le pays tout entier. En réalité, ce que le gouvernement essaie de sauver, c'est ses fesses. Il convient de rappeler que si on se retrouve dans la situation pourtant facilement évitable de devoir choisir entre sacrifier quelques-uns pour sauver le pays ou tuer le pays pour sauver quelques-uns, c'est uniquement à cause de son incurie, trop constante pour être mise sur le compte de sa seule nullité cognitive, d'autant qu'il dispose depuis des mois de toutes les informations nécessaires. Un gouvernement qui, depuis le départ de Benjamin Griveaux, a du sang sur les deux mains avec, à ce jour, par comparaison avec l'Allemagne, 11 000 morts qui lui sont directement imputables, sang d'autant moins excusable qu'il recouvre à peine celui pas encore sec des gilets jaunes. Un gouvernement qui dresse plus de procès-verbaux, qui ne réalise de tests et qui s'avère 1000 fois plus toxique que tout ce qu'un pangolin peut produire, même en sodomisant sauvagement et sans préservatif une chauve-souris atteinte d'Ebola dans un laboratoire. La question subsiste de savoir comment on a pu en arriver sans sourciller à accepter collectivement cette forme de suicide consistant à sacrifier la majorité pour sauver une minorité. Outre l'effet de sidération médiatique à coups de statistiques foireuses et anxiogènes, une explication parmi d'autres est que le dernier qui a ouvertement préféré sacrifier certains pour sauver le pays était trop pétain et que du coup ça fait un four paradoxalement trop allumé. D'autant que ceux qui ont de facto gagné la guerre, vu qu'Hitler l'a perdu, soucieux pour certains et c'est compréhensible d'éviter un remake, surtout à l'ère des micro-ondes, nous inculquent depuis bientôt 80 ans à coups de repentance que l'autopréservation c'est rance, que la vie des autres c'est sacré, que l'immigration c'est génial et que le nationalisme c'est pas bien, sauf en Israël, histoire d'avoir quand même une petite exception pour confirmer la règle.
Dans tous les cas, notre système d'autodéfense est au niveau d'un troupeau de lemmings après visionnage des 10 heures du film Shoah de Lanzmann, et il est clair que le macronavirus, lequel a conclu son allocution par une variante de pensée printemps en mode foutage de gueule, en profite pour achever sa mission de liquider la France et, une fois coulés les petits commerces au profit d'Amazon et consorts, pour sadiquement serrer encore davantage le nœud des gueux analphabètes des campagnes en limitant les achats auprès du dit Amazon de tout ce qui, livre avec plein d'images compris, pourrait alléger leur semaine de confinement supplémentaire. Semaine supplémentaire totalement inutile si l'on considère que l'épidémie est pratiquement maîtrisée à Marseille, où sévit l'infâme docteur Raoult qui fait bouillir, les nuits de pleine lune, de l'hydroxychloroquine et des yeux de crapaud dans des chaudrons, alors que Macron nous force à attendre un vaccin de lumière plein d'aluminium et de nanotechnologie sympa qui, selon lui, est la seule solution. Big Pharma 1, France 0. C'est sûr que ça énerve du monde et j'entends beaucoup parler du jour d'après, date à laquelle, selon les fantasmes des uns et des autres, on lui fera faire Paris-Roubaix sur un vélo sans selle avant de lui faire prendre un bain avec des piranhas, de le rincer à l'acide et de pendre ce qui reste enrobé de miel au-dessus d'un nid de fourmis rouges. Jour d'après, d'autant plus relayé complaisamment par la presse qu'il sert à canaliser les mécontentements, repoussés de facto à une date, laissés au bon vouloir de l'objet même des dits mécontentements, lequel parle déjà de plateau au lieu de pic de l'épidémie et de deuxième vague, voire plus si affinité, honorant pieusement, comme à son habitude, Saint-Glinglin, patron des livraisons de masques. Il y a longtemps que je n'ai pas relu L'Art de la guerre de Sun Tzu, mais quelque chose me dit que le gars, en observant tout ça, se roulerait par terre en chialant de rire jusqu'à réinventer le rouleau de printemps. Le problème, c'est que les emmerdes arrivent généralement en escadrille et que si on attend trop et le laisse décider du calendrier, il n'y aura pas plus 2 jours d'après que de menstruation de première dame non datable au carbone 14. Ça ressemble quand même pas mal à la fin du monde. Personne n'en parle, mais ça brûle depuis 2 semaines autour de Tchernobyl, créant un nuage toxique chargé de radionucléides qui, ce coup-ci, alors qu'on n'a toujours pas de masque, ne s'arrêtera pas à la frontière, sauf si c'est Sibeth qui gère la com. Les centrales d'achat qui livrent les supermarchés n'ont que très peu de visibilité et la situation est encore bien pire en Afrique, largement dépendante de la Chine, y compris pour la chloroquine, qu'ils prennent contre le paludisme et qui explique que le Covid n'est pas encore explosé là-bas, laissant présager un tsunami migratoire sans précédent. On parle de millions de personnes qui se massent déjà derrière les portes laissées grandes ouvertes par la Turquie, bien décidée à l'utiliser pour éradiquer la Grèce, dixit Erdogan. Un tsunami qui, profitant de notre faiblesse, va ensuite s'abattre comme autant de sauterelles sur ce qui reste de notre système de santé et nos ressources alimentaires, et ce, en pleine pandémie de conneries paralysantes. Un tsunami pas plus anticipé que le coronavirus et que je ne vois pas, hélas, comment on pourra l'arrêter sans, comme face à n'importe quelle invasion, tirer à balles réelles sur tout ce qui entre chez nous sans y avoir été invité. Il est clair que Macron, simplement gêné que le phénomène arrive plus vite que prévu, ne le fera bien sûr jamais au nom des droits de l'homme, tentant au contraire piteusement de résoudre le problème avec du fric, lequel ne se mange pas, même pas pour un Africain affamé, surtout quand il n'y a plus de marchandises à acheter avec. C'est de cette inquiétude que vient ce soudain élan, suivi d'un triple saut de générosité que certains n'ont pas compris, d'annuler la dette de l'Afrique. En ce qui nous concerne, si on survit à tout ça, vu qu'un bon banquier Rothschild, il s'est bien gardé d'évoquer en jetant du sel par-dessus son épaule une scission entre les banques de dépôt et d'investissement, tant qu'il restera de l'épargne à piquer sur les comptes, nos droits de l'homme à nous consisteront à bosser 60 heures par semaine pour payer la nôtre de dette, en perdant au passage tous nos acquis sociaux et bijoux de famille jusqu'à rejoindre la Grèce, il est vrai prédestinée par son nom au régime. Une Grèce qui, en dépit d'une réputation de dilatation culturelle rectale multimillénaire, ne s'est toujours pas remise du gangbang de la Troïka et qui, merci de ne pas rire, faute d'aide militaire européenne pour rejeter l'invasion migratoire à la mer, sera balayée comme une promesse électorale dès l'épouillage des yeux. Si le coronavirus nous a appris quelque chose, en plus de serrer les fesses, c'est qu'une situation peut évoluer très vite, et ce d'autant plus que chaque perturbation en entraîne d'autres à un rythme croissant et que donc il vaut mieux prévenir que guérir. Si on ne comprend pas rapidement que désormais, et jusqu'à ce que tout soit remis en ordre, c'est chacun pour soi et que les droits de l'homme et l'accueil de la misère du monde, c'est terminé, notre civilisation pourrait bien l'être aussi. C'est quand même un peu triste de finir dans le noir, le cul sur nos canapés, à trembler devant un virus pourtant inoffensif pour l'immense majorité de la population.
Avant même son élection, j'ai toujours dit deux choses. 1. Que si Macron allait jusqu'au bout de son mandat, la France était cuite. Et 2. Qu'il aurait un destin de Marie-Antoinette, sachant qu'il a été placé là pour être sacrifié et qu'il est trop imbu de sa personne pour s'en rendre compte. Il est dangereux, en effet, surtout quand il y a le feu au lac, de se retrouver trop longtemps dans une situation où la Constitution ne permet pas, dans les faits, de se débarrasser légalement de l'individu qui ne fait pas le job et dont chacun sait qu'il ne démissionnera jamais, en dépit du fait d'être largement haï et minoritaire dans l'opinion. La colère, exacerbée par un confinement absurde, qui n'est que le faux-nez de la dictature qui s'installe, devient alors telle qu'il est plus que probable que certains vont fantasmer de manière plus ou moins concrète sur une façon non asselinienne de remédier à la problématique, plus proche du calibre 7,65 que de l'article 68. D'une façon ou d'une autre, la situation ne se résoudra pas avec des vidéos YouTube ou par les urnes. À la limite, tout ce qu'on peut faire en ligne, et comme dans toute bonne dictature, la fenêtre est étroite car ça va bientôt être bloqué, c'est faire monter la pression dans la cocotte minute de façon à ce que la perspective d'une explosion et d'un déconfinement sauvage fasse changer la peur de camp et déculpe l'agitation stérile habituelle de notre grand Timon niais, avec pour conséquence que tant ceux qui ont peur de la révolution que ceux qui l'ont mis en place l'identifieront comme la source du problème, ces derniers trouvant alors peut-être plus productif de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. On est ouvert à tout. Plutôt que de risquer un chaos incontrôlé qui pourrait se retourner contre eux avant qu'il n'ait fini de piquer la caisse. Dans tous les cas, le bon côté de cette crise, c'est que beaucoup d'entre nous ont été amenés à réfléchir sur la mort et le sens de la vie. C'est le moment de vérité, tant individuel que collectif, qui va nous dire très vite si la France est morte ou s'il reste encore des gens prêts, à leur âme et conscience, à l'ultime sacrifice pour que les choses changent vraiment. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et, pour les plus courageux, en partageant mes vidéos, afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner et si vous êtes nouveau, à faire un peu de spéléologie sur la chaîne. Certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passant parfois inaperçues et d'autres censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements, et à bientôt, j'espère.